La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Avec Greg, Pag et Jean-Max. Le podcast sur la course automobile. Une présentation de la Commission athlétique. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de L'Épingle, votre podcast sur l'actualité Formule 1 présenté par GM Payet. Ici Pierre-Alexandre Girard et je suis rejoint par mon fidèle acolyte de toujours, Jean-Maxime Sans Souci. Salut Jean-Max, comment ça va? Très bien, toi, mon beau Pag? Ben oui, ça va bien. Écoute, on a eu un Grand Prix haut en couleur en fin de semaine. Pour ceux qui étaient dans le coma, eh bien, ce n'est pas Max Verstappen qui a remporté le Grand Prix d'Australie, mais bien le très épicé Carlos Sainz, le Smooth Operator. Et Jean-Max, avant d'aller dans les détails, rentrons dans le small talk. Tu étais, toi, en voyage la semaine dernière et là, tu reviens toi aussi d'une opération chirurgicale telle un Carlos Sainz. Tu renais de tes cendres. D'abord, comment vas-tu? Prêt à performer, je vais très bien, merci de le demander. Opération hier, mais tel le Smooth Operator, comme tu le dis, tel El Matador, je suis de retour au boulot pour un autre bel épisode de l'Épingle. Tu fais bien de mentionner. Puis, l'animateur habituel, Greg Langto, lui aussi est en voyage, mais le chanceux, il assistait au Grand Prix d'Australie. Il nous a livré un témoignage de son expérience là, qu'on peut écouter pour bien mettre la table pour l'épisode. Salut Pag, salut Jean-Max, salut à tous nos auditeurs. Quel plaisir d'être là pour vous raconter cette histoire d'Albert Park, le trip d'une vie, d'aller voir la F1 en Australie. D'abord, l'Australie, quel pays fantastique. Je crois que Sydney, c'est une des plus belles villes que j'ai vues dans ma vie, sinon la plus belle. Et Melbourne, quelle ville de sport aussi, là où on a l'Omnium d'Australie, comme vous le savez, au tennis, mais aussi ce Grand Prix-là qui était le Grand Prix d'ouverture de la saison. Je pense que c'est pour ça qu'on le trouve un peu mythique, ce Grand Prix d'Australie à Albert Park. On le regarde toujours au beau milieu de la nuit en Amérique du Nord, chez nous à Montréal. Mais d'être là, d'être sur place avec une ambiance aussi festive que ça, dans la ville également. Je vais essayer d'y aller par étapes pour vous parler d'abord Albert Park. Quel beau parc exceptionnel. Il y a beaucoup de similitudes avec Montréal. En ce sens, on trouve beaucoup de verdure, de gazon, des arbres, et on trouve beaucoup d'eau également. La seule différence, c'est qu'au circuit Gilles Villeneuve, l'eau est à l'extérieur du circuit, et là, l'eau est à l'intérieur du circuit Albert Park. Il y a même un club de voile qui donnait leur cours, qui faisait leur truc, eux autres, directement pendant le week-end du Grand Prix sans aucun problème. Donc, c'est ça, des similitudes au niveau du design du parc en tant que tel, mais très, très facile d'accès parce que, je l'ai dit, c'est pas une île. Le circuit Gilles Villeneuve, c'est une île, comme vous le savez. Vous avez tous été ou probablement là, ceux qui nous écoutent. Et celui d'Albert Park, ben, tu peux prendre les transports en commun ou même marcher et tu arrives là-bas, tu montes ton billet, tu rentres et tu es sur le circuit, peut-être 30, 40, 50 mètres plus loin. Alors, ça se fait très, 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 très bien. Et j'avais des billets qu'on appelle d'admission générale, les fameux Park Pass. Peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de vivre ça aussi à Montréal, sauf que on a vraiment bien fait d'augmenter cette expérience-là en Australie. Tu peux voir la course d'à peu près partout. Tu peux voir les voitures passer à peu près partout. Nous, on a commencé dans ce qui est entre le virage 7 et 8, et il y a de tout ce côté-là du circuit, des espèces de buts et à plusieurs niveaux. Donc, pas juste sur le bord de la piste, mais plus loin également en arrière, ce qui fait que peu importe à quelle heure tu arrives dans la journée, peu importe, ben c'est sûr que si tu veux ton spot favori, là, tu veux être là absolument, tu dois arriver tôt le matin. D'ailleurs, il y a le fameux Melbourne Walk de 8h30 à 11h30 le matin. Pour ceux qui veulent aller avoir des autographes des pilotes, on peut directement les voir rentrer sur le circuit. Mais bref, ces petites buttes-là, ces petits monts-là, comme on les appelle, qui ont été bâtis artificiellement, aident énormément à l'expérience quand on se promène partout autour du circuit. Ce qui moi, a fait que j'ai eu une journée magnifique. J'ai pu me promener partout à travers le circuit ou presque durant cette course-là d'1h30. La course était assez expéditive. Donc, on est rentré, comme je vous ai dit, dans ce coin-là, dans
le droit, là, après le virage 7, juste avant le 8, et après ça, on peut aller presque en fait, dépasser virage 12-13 avant cette dernière portion qui revient vers la ligne des pluies. Donc, ça a été parfait de voir les voitures dans plusieurs contextes différents. En pleine vitesse en ligne droite. 2, dans des virages rapides, dans des virages lents également, donc décélération, accélération. Et les gens sont super gentils également en Australie. Montréal a plus une ambiance de party, si on veut. Tu sais, je pense que, étant donné que c'est une île, on est comme un peu plus condensé. C'est plus intense, si on veut, à Montréal. En Australie, c'est plus... tu sais, tout le monde respire. T'as jamais l'impression d'être trop pris en même temps au même endroit, à part quand tout le monde sort, bien sûr, là, dans quelques-unes des gates, là, ça peut être assez condensé de monde, mais sinon, tu sais, je trouve ça très intéressant comme client, tu sais, d'être sur place puis de se dire qu'on peut marcher partout sur le site, qu'il n'y a aucun problème, c'est super accessible, que ça respire, il y a de la bonne bouffe qui est disponible partout également, ce qui est très, très bien. Montréal, bon, étant donné, encore une fois, cette comparaison-là, étant donné que c'est une île, c'est plus condensé, puis on a peut-être un petit peu plus de difficulté à circuler sur le circuit là, les samedis et les dimanches. Donc, ça, c'est un point positif, mais le point négatif, c'est que ça enlève peut-être un peu d'ambiance, ces interactions-là avec les fans différents, ce que moi, j'apprécie beaucoup de notre chère ville à Montréal. Donc, overall, beaucoup de similitudes, mais tellement un beau parc. Là, j'aimerais ça répondre à vos questions en même temps. On fera ça la prochaine fois aussi. C'était une première expérience pour moi d'aller voir un Grand Prix ailleurs et ça a tellement aidé. Il y a beaucoup d'interactions également dans cette ville-là. Le contexte de Melbourne. Quand je pense à Valtteri Bottas, la publicité que vous avez vue qui a sorti avec Uber Car Share, et par la suite aussi un café que je suis allé, vous savez à quel point je suis un fan de café, je suis allé là avec ma douce et juste avant le Grand Prix, tu peux prendre un café très très bon de spécialité, un endroit d'ailleurs, il y avait les casquettes d'Ayrton Senna, la même que vous avez vue dans l'épisode 1 de l'épingle avec Pag, et tout le monde portait leur couleur. Le propriétaire est venu nous voir et dit « Ah, vous êtes des fans de Mercedes parce que Mado avait sa casquette de Lewis et on a jasé et je savais pas ce qu'il voulait dire quand il a dit vous êtes des fans de Mercedes. Ben, ça donne qu'eux ont fait un café spécial qui appelle le Mullet Blend avec Valtteri Bottas qui est allé faire un photoshoot là-bas, qui a fait de la publicité pour ce café-là. Lui aussi, c'est un très très grand fan de café. Quand il vient à Montréal, d'ailleurs, il prend des photos des cafés où il va. Enfin bref. Ces interactions-là, j'ai beaucoup aimé de voir qu'il y a une synergie et que les pilotes aiment beaucoup l'Australie, tout comme ils aiment Montréal. L'événement Truck en stock fait son entrée chez Payet Chrysler Dodge Jeep Ram. Plus de 375 modèles en stock. Avec Payet Chrysler Dodge Jeep Ram, vous avez les meilleures offres et plus de choix. L'événement Truck en stock, c'est ben des trucks. Maintenant, OK, Payet. Maintenant, sur la course, je pense que le premier événement, c'était directement au deuxième tour quand Max Verstappen a abandonné. Nous, on a vu passer la fumée derrière et l'odeur également qui était là derrière la voiture de Max parce que les deux premiers qui partaient, c'était Carlos et Max par la suite. Et tout juste après, parce que vous savez, quand on va voir un Grand Prix de F1, on peut pas tout suivre non plus, c'est assez difficile, à moins qu'on aille soit la radio dans les oreilles, comme à Montréal, où on a le F1 TV, qui est ouvert, mais sinon, c'est assez difficile. Donc, on voit les voitures passer, on se dit, oh, il y a peut-être un problème, c'est qui? Et finalement, lorsque toutes les voitures sont passées, les 19, parce qu'on se rappelle que Logan Sargent n'était pas là, rentre au puits, et là, on entend dans les haut-parleurs Max Verstappen qui a dû abandonner cette course-là. C'était quand même assez intense, cette réaction-là de toute la foule. Les gens se sont mis à applaudir. Ils se sont dit, oh mon Dieu, on va avoir un spectacle. Il y a même des fans de Red Bull qui se sont mis à applaudir. C'était quand même assez anecdotique et quand même assez cocasse de voir ça. Par la suite, moi, ce qui m'a impressionné, il y en a plusieurs. Lance a fait une très belle course. Ça, je pense qu'on peut se le dire. Lance, à qui on tape sur la tête souvent dû à ses performances, à cette comparaison avec son coéquipier Fernando Alonso avant ça avec Vettel. Mais là, Lance, une course très, très propre, est allé chercher des précieux points pour Aston Martin. Parlant de points pour Aston Martin, Mercedes,
et également McLaren, Mercedes sont deux écuries qui ont mieux fait. Là, vous allez me dire c'est assez facile parce que les deux véhicules n'ont pas fini la course. Les deux voitures, dû à l'accident de George Russell et l'abandon de Lewis également. Mais là, tu as deux clients qui sont sérieusement plus compétitifs que Mercedes en soi. Je trouve ça complètement aberrant, cette chute-là qui semble sans fin. On ne comprend rien à rien chez Mercedes. C'est de pire en pire. Et je trouve ça malheureux pour George et pour Lewis également, que l'association avec Lewis se termine de cette façon-là. Puis pour George aussi, qui avait tellement, mais tellement d'espoir de bien faire en arrivant là-bas. Donc ça, c'est 2 points. McLaren, tellement impressionné par le rythme qu'on avait dans cette course-là. Lando qui était en mesure presque d'aller rattraper Oscar Piastri. On est tellement fiers de ce jeune pilote-là. On applaudissait à chaque fois qu'il passait. Lorsqu'il a dépassé c'était Fernando Alonso à un certain moment donné dans la course pour aller regagner sa 4e place. On a entendu ça dans les estrades partout, les gens qui applaudissaient. Et j'aimerais ça qu'on soit aussi fiers de notre pilote canadien que les Australiens sont fiers de leurs 2 pilotes. Mais ça, c'est une autre histoire. Et finalement, la stratégie des Ferrari qui a fait en sorte qu'on a été capable de faire 1-2 sur le podium, un premier doublé depuis très, très, très longtemps. Mais écoutez ce que je viens de dire, la stratégie des Ferrari, ça fait 2 ans qu'on rit d'eux autres, ça fait 2 ans qu'il y a des memes sur Internet qui se promènent sur les médias sociaux en traitant les mécanos, les ingénieurs, tout ce que vous voudrez, de clowns littéralement. Et là, ces stratégies-là, on a été capable de réagir assez rapidement, d'aller chercher un undercut pour que Charles puisse défendre contre Lando et pas être en mesure d'aller chercher Carlos. Mais ça nous a très bien permis de faire ce 1 et 2-là. Alors, chapeau à Ferrari. Puis moi, ce que ça fait, je vous dis ça en conclusion, les gars, ça me rend encore plus avec le plus d'espoir qu'on va avoir une meilleure course au championnat. Il y a même Sergio Pérez qui a dit que probablement que Carlos aurait gagné la course, même si Max avait été sur place et qu'il avait terminé le Grand Prix. Donc, on aurait une course assez serrée. Et ça me donne, je trouve ça très intéressant pour Carlos d'avoir remporté cette course-là, surtout on sait après ce qu'il a vécu dans les dernières semaines. Et il devient maintenant un agent libre. J'ai tellement hâte de savoir où est-ce qu'il va s'en aller. C'est certain que ça ne sera pas chez Mercedes dans l'état où est-ce que l'écurie est présentement. Mais ce que j'allais dire avec ça, tellement content pour Charles Leclerc, pour Frédéric Vasseur et surtout pour Lewis qui, lui, doit regarder directement pour l'an prochain. Je pense qu'on peut se dire qu'on va avoir des points positifs à suivre cette saison-ci, mais surtout pour l'année prochaine. Les gars, je vous souhaite un super épisode. Merci à tous les auditeurs. Désolé pour le monologue de 12 minutes maintenant, mais je pense que Pag et Jean-Marc, je voulais que je vous raconte cette expérience-là. On essaie de travailler avec le 14-15 heures de décalage qu'il y a avec l'Australie. J'ai tellement hâte de vous retrouver déjà dans le prochain épisode de Paddock. Passez un bon show, les gars. Merci à tout le monde d'être là et à très vite. Évidemment, Greg, t'es pardonné de ne pas être avec nous et d'avoir fait un monologue. C'est à notre demande qu'on t'a demandé de nous livrer ton témoignage, mais c'est précieux pour nous parce que, et Colin, qu'on aimerait ça être avec toi là-bas, mais écoute, je suis certain que tu as passé un beau voyage avec ta douce. Et justement, ça fait rêver, comme tu l'as dit. Le reste de la saison est vraiment prometteur. Un doublé Ferrari, la première fois depuis Bahreïn de l'an dernier, si je me souviens bien. 2022, ça se peut-tu? Oui, 2022. Oui, voilà, 2022. Puis, donc, parlons-en justement du classement qui fait rêver. Carlos Sainz se termine devant Charles Leclerc. Puis là, ça dit plus 2,3 secondes. Mais clairement, Carlos avait mentionné à Charles de se rapprocher de lui pour faire un beau final photo finish. Alors, je ne sais pas à quel point il y aurait eu plus d'avance, environ 5 secondes si je me souviens bien. Mais bref, c'est pas trop important. Suivi de Lando Norris, Oscar Piastri, Sergio Pérez qui termine 5e. Lance Stroll se pointe le bout du nez au 6e rang. Yuki Tsunoda au 7e rang. Fernando Alonso, l'autre Espagnol, au 8e rang, qui n'a pas eu une course en heure. Hein, Jean-Max, on pourra en revenir plus tard. Oui, absolument. Nico Hülkenberg termine au 9e rang. Suivi enfin pour le top 10 de Kevin Magnussen. Il y a des grands absents dans le top 10. Jean-Max, lesquels qui te sautent aux yeux en premier et essaye d'éviter de parler de celui dont tu portes le chandail en ce moment.
Je ne peux pas passer sous silence, effectivement, 2 champions du monde, Max Verstappen et Lewis Hamilton, qui ne sont pas dans le top 10. C'est extrêmement rare. La dernière fois que les 2 pilotes n'ont pas terminé la course en même temps, c'était lors de leur incident, on s'en rappelle, en 2021 en Italie, à Imola, quand Max a été trop agressif. Quand Max a été Max et est passé par-dessus et a vraiment tombé sur le halo de Lewis. Une chance qu'il y avait un halo. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. C'est dommage, mais en même temps, c'est vraiment excitant. On va en reparler, là, mais quand Max, au 2e tour, a vu sa course se terminer trop rapidement, à mon goût, bien sûr, j'ai été quand même content parce que je me suis dit, enfin, on va avoir une course. On en parle depuis l'an passé, là. Un autre gagnant d'un Grand Prix, c'est vraiment excitant. Ça resserre le classement. La planète F1, qui devait être tellement contente aussi, pas qu'on rit des déboires du pilote, mais on va avoir une course. C'est ça qu'on s'est tous dit. Ça va être Carlos, ça va être Norris, ça va être Leclerc. Est-ce que Perez va revenir avec sa Red Bull, le Rocket Ship? Donc, c'est ce qui me saute aux yeux. Puis c'était vraiment une très bonne course. Puis il est vraiment temps qu'on mette du respect sur le nom de Carlos Sainz, j'ai l'impression, parce que c'est le seul autre vainqueur qu'il y a eu si on tasse la course sprint là, avec la victoire d'Oscar Piastri l'an dernier. C'est le seul autre vainqueur qu'il y a eu depuis la domination de Max Verstappen et les déboires de Ferrari du début des changements de réglementation. Carlos qui a mené lorsqu'il est en position de remporter un Grand Prix, quand tous les enjeux sont sur la ligne, ne croule jamais sous la pression. Je trouve ça extrêmement impressionnant. Puis, quelle meilleure publicité que de celle de remporter un Grand Prix d'Australie, qui plus est vraiment compliqué parce que la vitesse moyenne du tour est rendue plus rapide en Australie depuis la nouvelle configuration que le Grand Prix de Spa, avec une vitesse moyenne pour Carlos de 238 km/h par tour en moyenne. Donc, c'est extrêmement rapide, là, Jean-Max. Donc, moi, j'en ai parlé très souvent la saison dernière. J'étais vraiment un défenseur de Carlos Sainz. Mais là, je suis très heureux que tout le monde commence à ouvrir les yeux par rapport à la qualité de son talent et la qualité du pilote qu'il est. Et là, c'est très intéressant parce que, comme on sait, malgré tous les déboires chez Red Bull, malgré toutes les rumeurs de Max Verstappen chez Mercedes, avec tous les incidents hors piste qu'on pourrait appeler, enfin, on parle de Red Bull un peu pour des bonnes raisons, puisqu'il y a potentiellement un volant disponible avec le départ de Sergio Perez potentiellement l'an prochain. Carlos Sainz est disponible. Et puis là, à la suite du Grand Prix, justement, Christian Horner s'est fait questionner à savoir, avec les récentes performances de Yuki Tsunoda, trouves-tu que c'est le pilote qu'il te faut maintenant pour remplacer un éventuel départ de Sergio Perez? Et Christian Horner de répondre, eh bien, en ce moment, il ne faut pas juste regarder les pilotes chez nous, mais bien le pilote qui a la meilleure chance de nous donner des bonnes performances. Et tout ça pointait évidemment vers Carlos Sainz. Alors, toi là, qui revêt l'orange d'une telle bonne façon. Comment entrevois-tu justement un pairing Max et Carlos Sainz potentiellement l'an prochain? Enfin, on aurait un 1-2, si on veut, 2 pilotes très compétitifs dans la meilleure écurie, là. Ça serait vraiment excitant. Je pense qu'il n'y a personne d'autre qui devrait être en top de liste que Carlos Sainz pour Red Bull. Peut-être Fernando Alonso, ça aurait l'air que Horner s'intéresse aussi à lui. Mais Carlos Sainz, là, ce serait vraiment top. Il est le pilote de l'heure présentement. C'est pas compliqué. Je pense que depuis Singapour 2023, les feux de la rampe étaient sur Carlos Sainz. Il était sur Max, oui, mais il était sur Carlos aussi. On dirait que tout le monde s'est rendu compte que, OK, ce pilote-là, il est vraiment solide, il est intelligent, il s'était servi de son DRS, on s'en rappelle, avait gagné une très belle course. Ensuite, on l'avait moins vu dans les top résultats après Singapour. Par contre, là, il arrive à Bahreïn, oui, la première course de cette année. Un très beau podium. Ferrari est rapide. Excellent. Deuxième, appendicite, malheureusement. S'il avait couru à Jeddah, je suis persuadé qu'avec l'abandon de Max, il serait premier dans le championnat. J'en suis persuadé. Et là arrive Australie
il gagne, il fait une très bonne course. Là, je pense que là, c'est clair, c'est cimenté. Carlos Sainz est le pilote que ça prend pour Red Bull. Et imaginez un duo Max Verstappen, Carlos Sainz. On aurait enfin une compétition pour challenger Max, parce que Perez n'est pas capable de le challenger, quoi qu'il fait bien depuis le début quand même. On aurait chez McLaren Piastri, Norris, deux excellents pilotes ultra prometteurs. Évidemment, on aurait Lewis, Sir Hamilton avec Charles Leclerc, un autre très beau duo. Et que dire de Mercedes, là, qui aurait un nouveau pairing qui reste encore à déterminer. Mais comme tu le mentionnes si bien, ça promet. J'ai vraiment hâte de voir comment ça se dessine. Mais là, en plus, avec le Grand Prix qu'on vient de vivre, eh bien, le reste de la saison au championnat, il y a quand même un championnat qui se dessine au bout du nez. Mais avant de poursuivre, là, Jean-Max, est-ce que tu penses que Carlos s'est enfui du podium sur un SUV? Un SUV très rapide et très fiable, j'en suis sûr. Oui, parce que si jamais vous êtes attiré par un Chevrolet ou bien un GMC et vous êtes séduit par un Dodge, un Ram ou bien un Jeep, eh bien maintenant, dans la grande famille Payet, il y a plus de fans, plus de modèles et encore plus d'inventaire. Alors Jean-Max, OK. Payet, bien sûr. On les remercie, on les adore. Et laisse-moi prendre un moment aussi pour remercier Best Buy, le fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique. Ceux qui regardent sur YouTube voient très bien qu'on a beaucoup d'équipements technologiques, et ainsi qu'à JC Perrault pour tous les meubles. Vous pouvez encourager l'OBNL du complexe JC Perrault qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en louant une des deux glaces à Saint-Roch de la Chia. Alors Jean-Max, Carlos Sainz qui justement nous redessine un championnat. Penses-tu que c'est viable? Penses-tu que c'était juste un one-off ou Ferrari sont vraiment capables enfin de redevenir des contenders pour le championnat du monde? S'ils veulent gagner cette saison-ci, le championnat des constructeurs, ils devront avoir des très gros upgrades à venir pour parvenir à rattraper Red Bull, et non seulement les rattraper, mais les battre systématiquement. Charles Leclerc le disait, on était très rapide. On a vu qu'en FP1, on était capable d'avoir un très bon pace et peut-être possiblement d'accoter Red Bull. Sergio Perez a dit qu'il était persuadé que Carlos Sainz aurait pu gagner cette course-là, même si Max n'avait pas abandonné. Ça, par contre, j'en suis moins sûr. Mais une chose est sûre, Ferrari se rapproche. On veut qu'il reste près de Red Bull pour avoir une bonne course jusqu'à la fin, course au championship, évidemment. Donc, est-ce que c'est un one-off? Oui et non. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il ne faut pas oublier que Red Bull va apporter un gros upgrade aussi dans les environs de Imola. Donc, si c'est comme ça, Ferrari a beaucoup de travail à faire, mais je pense qu'ils sont très proches quand même. Mais tu sais, Jean-Max, Ferrari aussi pourra amener des mises à jour. Moi, ce que j'aime, en tout cas, de ce qu'on a remarqué en fin de semaine, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'enfin, chez Ferrari, on a trouvé une baseline qui scie bien à la voiture, ce qui était impossible de retrouver dans les 2 dernières saisons. La voiture qui avait un concept beaucoup trop agressif, puis donc qui était beaucoup trop difficile à trouver les réglages, qui seraient adéquat à chacune des pistes. Là, cette saison-ci, on semble arriver à chaque Grand Prix, du moins dans les 3 premières courses qu'il y a eu, et on a réglé le problème majeur qui était la dégradation beaucoup trop rapide des pneus, qui aurait même pu gagner, selon certains experts, la course à Carlos Sainz, même si Max Verstappen n'avait pas abandonné le Grand Prix. Carlos Sainz qui a fait une erreur dans son tour de qualification, qui était même 4 dixièmes plus vite selon la télémétrie que le tour de qualification le plus rapide de Max Verstappen. Alors, tout n'était pas gagné du tout dans le cas de Red Bull, même s'il avait terminé la course, à mon avis. Donc, ça risque d'être prometteur. C'est sûr que Red Bull a une longueur d'avance, on le sait. Mais par contre, ce qu'on est capable de faire chez Ferrari, c'est d'utiliser les apprentissages qu'on aura fait en fin de semaine et de les transposer dans les différents circuits. Puis là, espérons juste que la Ferrari est capable de maintenir une bonne vitesse dans les zones plus moyennes à lentes, une zone dans laquelle Red Bull sont absolument intouchables actuellement. Oui, absolument. Ferrari est en avance clairement sur l'année passée à pareille date.
une des bonnes différences, c'est qu'ils ont vraiment une bonne plateforme. Le bon châssis, il est droit, il y a un meilleur équilibre, ce qui fait en sorte que la dégradation des pneus est moins pire, beaucoup moins pire. Donc, une meilleure gestion des pneus et un meilleur équilibre pour entrer dans les courbes. Comme tu le disais, ça va prendre du downforce, ça va prendre de l'aérodynamisme. Il faut être solide quand on entre dans les courbes. Donc, c'est vraiment prometteur. Fred Vasseur, je crois que là, maintenant, est bien en selle. On sait qu'il a repris les rênes de M. Binotto, mais maintenant, je pense que ça fait 1 an et demi environ là, qui est à la tête de Ferrari. Il est bien installé, il a restructuré l'équipe et je pense que c'est un team principal qui est vraiment apprécié. On l'a vu qui shootait le champagne sur Carlos, il a pris une gorgée. Il a craché le champagne sur Carlos. Donc, il y a vraiment un bel esprit d'équipe maintenant chez Ferrari. Ils sont en feu. Et ce sera à Red Bull de rebondir à Suzuka. Donc, enfin, on a une course au championnat et là, c'est excitant. Je pense que toute la planète F1 se dit « Wow, OK, là, j'ai hâte d'écouter le prochain Grand Prix. » Puis justement, ça va aussi nous ramener au beau milieu d'une lutte au championnat des constructeurs, Jean-Max, parce que avec le double finish de Ferrari, c'est-à-dire le 1-2 dans fin de semaine, on se retrouve avec une lutte qui va être beaucoup plus serrée et ça ouvre encore plus les yeux sur le manque de performance de Sergio Pérez. Mais avant de casser du sucre sur le dos du pauvre Mexicain, Jean-Max, décris-nous l'ordre au championnat des constructeurs. Allons-y. Et ça, c'est excitant parce qu'on n'a pas vu ça depuis longtemps. En premier lieu, Red Bull avec 97 points, bien sûr. Ça fait mal parce que Max avait probablement eu 25 ou 18 points, là, au moins 15 en tout cas. Ferrari, deuxième place avec 93 points. Donc, à 4 points seulement de Red Bull. Les paris sont ouverts. Là, il nous reste 21 courses. Ça peut être vraiment excitant. Troisième place, McLaren avec 55 points. Donc, déjà à peu près 38 points de Ferrari. C'est beaucoup de points. Au rythme où va Ferrari, il faudra que McLaren apporte un autre gros upgrade et s'améliore autant, sinon plus, que l'année passée par rapport à leur première course s'ils veulent penser déloger Ferrari. À suivre. Quatrième place, un autre gros gap quand même. On a Mercedes avec 26 points. Ça fait tellement mal. Un 0 point ce week-end pour Hamilton qui abandonne au 17e à cause d'un ennui moteur. Russell, quel accident spectaculaire au dernier tour de la course. Ça fait mal. Toto Wolff a dit lui-même, j'ai juste le goût de me puncher moi-même sur le nez. Pourquoi ça va pas bien. Jean-Max, rappelle à nos auditeurs. C'est parce que... Il avait fait une promesse, non? Ben oui. Et ça, quand j'ai lu ça, j'étais comme, oh, OK, il est vraiment confiant. Il avait dit, ça a été partout sur Twitter, Facebook et autres, il disait, je vous garantis à 1000% que nous allons bien performer en Australie. Et qu'est-ce qui arrive? 0 point. Évidemment, bon, l'accident de Russell, c'est de sa faute, c'est pas de sa faute. On en discutera. Mais pour le moteur qui lâche au 17e tour, encore une fois, une tuile qui s'abat sur Hamilton, ça fait vraiment mal. 5e place, Aston Martin à 25 points. On est loin des résultats de premier Grand Prix de l'an passé où Alonso était en feu. 25 points, c'est pas beaucoup. C'est décevant pour Aston Martin. Ils n'ont pas été capables de garder leur belle progression. On se rappelle, ils sont partis en Lyon, ont fini en mouton et vers la fin de l'année, ont eu des bons résultats pour finir l'année en guillemets. 1 point derrière Mercedes. Ça, moi, ça m'excite dans le sens où on a 1 et 2 à 4 points. On a 4 et 5 à 1 point. C'est ça qui est le fun, je vous le dis. On a une course de 1 à 5, les écuries, ça va être le fun. Ça va vraiment être le fun. Et on a aussi une course pour les positions 6 à 10. Parce qu'on arrive à 6 avec RB, Visa Cash App. Le pire nom d'écurie ever. On a, grâce à Tsunoda, on a 6 points. On se rappelle que la marge de points entre le 6 et le 10e à la fin de l'année est tellement importante et elle est très petite, dans le sens où ça va se gagner par 1, 2, peut-être 3 points.
Et on se rappelle, encore une fois, que plus on finit haut chez les constructeurs, plus on a de l'argent pour récompenser toute l'équipe pour un futur développement. Donc, c'est ultra important. On veut des millions, bien sûr. On arrive en 7e place, pas trop loin, surprenamment, avec Haas, 4 points, 2 points derrière RB. Encore une fois, Hülkenberg qui s'inscrit au pointage. Et Magnussen. Hülkenberg et Magnussen qui s'invitent à la danse avec un beau point en 10e place. 1 point, bon, vous allez me dire 1 point, c'est rien. Non, au contraire, c'est énorme, 1 point. C'est ce qui fait la différence entre quelques millions à la fin de l'année. Donc, As, surprenant. Et je te pose la question, est-ce que c'est grâce à Komatsu? Est-ce que Gunther Steiner sous-performait? Ou on surfe sur le développement de Gunther Steiner avant qu'il parte? Je te pose la question, Pac. Ben, 100%, à mon avis, on surfe sur le développement de Gunther. C'est impossible en Formule 1 de penser qu'un changement de leadership va amener un aussi grand gain en performance, parce que cette saison-ci, la grande différence chez Haas, c'est justement aussi au niveau de la gestion de la dégradation des pneus, un thème qui semble récurrent chez les clients de Ferrari. Donc, tout le monde a un peu suivi le même bateau, donc j'attribuerais pas les déboires de Haas à Gunther, si ce n'est que là, il va falloir réfléchir à un remplaçant potentiellement pour Kevin Magnussen qui semble tirer de la patte comparativement à Nico Hülkenberg qui fait de très belles performances. Mais historiquement, Nico Hülkenberg, des fois, il rentre souvent dans des slumps, hein, comme on pourrait dire. Il n'est pas super constant au niveau d'un championnat. Donc, attendons, la saison est encore très jeune. Il y a encore beaucoup de place à l'amélioration de part et d'autre. Mais tu me livrais le classement des constructeurs et tout ce que j'avais en tête, c'est à quel point j'avais hâte de parler du championnat des pilotes, parce qu'on a parlé des déboires justement de Lewis Hamilton qui se retrouve, lui, en ce moment, Jean-Max, au 10e rang du championnat des pilotes. C'est absolument impossible dans sa potentiellement, pas potentiellement, c'est la dernière saison de Lewis Hamilton chez Mercedes, l'association la plus fructueuse de l'histoire de la Formule 1. Et là, en ce moment, il se retrouve à 8 points derrière nul autre que Lance Stroll. À 1 point derrière Lance, qui aurait cru? Qui aurait cru? C'est complètement épouvantable. Évidemment, là, comme tu l'as dit, il y a une tuile qui s'est abattue sur lui, mais tout le long du week-end, Lewis Hamilton s'est plaint de sa monoplace, s'est plaint que les réglages, qu'il n'était pas capable de trouver les bons réglages. Et George Russell, lui, pendant ce temps-là, se plaint pas trop et livrait jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier tour. Une bonne course. L'événement Troc en stock est de retour uniquement chez le numéro 1 au Canada, GM Payet. Plus de 1450 modèles en stock. Pour les meilleures offres, GM Payet, c'est le plus grand centre du camion au Canada. L'événement Troc en stock, c'est ben des trocs maintenant. OK, Payet. Et Jean-Max, je ne sais pas si tu as eu l'opportunité de réentendre la clip de l'accident de George Russell au dépens de Fernando Alonso. Ça glace le sang aux auditeurs. Je vous invite vraiment à aller voir ça sur les médias sociaux. George qui vient sur la radio, sa voiture est à 45 degrés au milieu de la piste. Et demande au Race Control d'abattre un drapeau rouge sur la course parce qu'il avait peur. C'était une section extrêmement rapide du circuit et une section aveugle. Donc, les pilotes ne voient pas la sortie du virage. Donc, s'il y avait eu un pilote qui rentrait dans ce virage-là et que la course n'était pas arrêtée suffisamment rapidement, il aurait pu avoir des conséquences extrêmement graves, autres que simplement mécaniques. Mais Jean-Max, là, je pense que c'est le temps de rentrer dans le vif du sujet. L'incident Alonso-Russell, ça a des graves incidences, bien sûr, sur la course pour Aston Martin, mais aussi potentiellement pour le futur de la carrière de Fernando. Écoute, j'ai revu l'incident avec la caméra arrière. En fait, on voit l'aileron de Fernando et on voit derrière lui, bien sûr, Russell. Je l'ai vu 5 fois. On voit clairement qu'au tour, avant le dernier tour, 56, je pense, Alonso, on le voit entrer dans la même courbe, il ralentit pas vraiment, il roule à fond comme Russell, ça va.
On voit maintenant le 57e tour avec la même caméra arrière et on voit clairement que Fernando ralentit un peu. Ralentit anormalement, en fait. Parce que selon la télémétrie, Alonso s'est arrêté à peu près 100 mètres avant, a freiné 100 mètres avant que ce qu'il fait habituellement sur les autres tours. Donc, à cause de cette télémétrie-là, on a jugé que c'était une conduite potentiellement dangereuse. Mais permets-moi d'ajuster un peu ce que tu dis, Jean-Max, si d'accord. C'est qu'il aurait appliqué un peu de frein, mais il n'aurait pas freiné en tant que tel, parce que là, ça aurait été carrément vraiment une violation grave au règlement. Mais là, ce qui explique, c'est que, et puis là, c'est là qui est intéressant d'en débattre, c'est que Fernando, lui, ça fait 20 ans qu'il est en Formule 1. Il a été habitué de se battre dans des conditions incroyables où les pilotes même sortaient de la piste pour trouver des nouvelles lignes de course. Il y avait des batailles où est-ce qu'ils zigzaguaient tout le long du circuit. Et puis là, il arrive, et c'est une tactique vraiment qu'on pourrait classer comme legit carrément, de se donner un meilleur angle ou une meilleure attaque pour le reste de la section qui s'en va directement dans 2 zones de DRS. Et il sait très bien que George arrive à 5 dixièmes en arrière et qu'il va profiter justement du puissant DRS. Alors lui, en vieux loup, il se dit je vais juste me donner l'opportunité de mieux attaquer la prochaine section, tout en peut-être briser peut-être la concentration ou juste forçant George à ralentir un petit peu. Mais il ne pouvait pas se douter que George... Parce que George aussi a fait une erreur de pilotage. Il n'a pas remarqué, il est arrivé trop proche et ça lui a fait perdre son downforce. Et Fernando contestait sa pénalité en disant guys, s'il n'y avait pas eu un bac à gravier à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de punition, parce que là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on punit le résultat de l'incident et non la manœuvre en soi. Absolument. Beaucoup de choses à dire. Le fin renard qu'est Alonso, en effet, voulait prendre la courbe un peu plus lentement, donc le apex un peu plus large pour aller dans la section rapide et sortir de la courbe de façon plus optimale. Bon, on le voit qu'il ralentit un peu. Écoute, là, je trouve pas que c'est une conduite si dangereuse que ça. Je pense que lui, il savait ce qu'il faisait. Je crois qu'il voulait prendre la courbe plus large pour mieux sortir, mais aussi, en même temps, voulait probablement déstabiliser un peu Russell pour que Russell fasse comme « Oh boy, il ralentit, qu'est-ce que je fais? » Jamais pour qu'il y ait un accident. Mais je pense que c'était un move à double face, si on veut. Puis finalement, il se retrouve pénalisé pour ça. Je pense que c'est très sévère comme pénalité. Il ne voulait pas blesser Russell, évidemment. Je trouve ça dommage pour lui. Puis tu aurais absolument raison. On a déjà vu ça, là, un pilote qui ralentit devant un autre, même s'ils sont proches. Puis, c'est pas tous les pilotes qui sont en arrière qui font ça de même, puis que finalement, il faut fasse une erreur comme ça. Je ne sais pas où me positionner. Alonso, c'est vraiment un fin renard. Je crois que c'est trop sévère. Je crois aussi que Russell, comme tu dis, a fait une petite erreur. C'est fort dommage. Une chance, il n'est rien arrivé à Russell. Mais voilà, c'est un peu nébuleux tout ça. Je pense qu'on va en entendre parler encore au fil de la semaine qui s'en vient. Ben, je pense que ça mériterait à être débattu, parce que si tu lis à la lettre le règlement, effectivement, Fernando aurait dû avoir une pénalité, parce que si tu analyses la télémétrie, la conduite de Fernando d'un tour à l'autre a été erratique, en ce sens qu'elle n'a pas été pareille du tout. Elle a changé du tout au tout, où est-ce que Fernando a vraiment ralenti sans même appliquer les freins, mais juste en lâchant l'accélérateur, ça te ralentit suffisamment pour déranger la voiture derrière. Par contre, à un moment donné, il faut aussi donner des outils aux pilotes pour défendre une position en piste et des précieux points au championnat, parce que sinon, on va se retrouver avec une course qui ne va que être gagnée par un DRS. Et je pense que ça, c'est un cauchemar absolu pour le sport de la Formule 1, si jamais on se retrouve dans des courses qui ne sont décidées que par un DRS et non par des manœuvres habiles d'un pilote. Bien sûr, sans causer de tort à la sécurité ou à la vie, mais on n'est plus dans une époque des Ayrton Senna de ce monde, des Alain Prost qui se rentrent dedans, quoique Max Verstappen a démontré qu'il était plutôt dégueulasse quelquefois, comme par exemple au Brésil, on se souvient, en 2021, et à d'autres occasions, évidemment. Mais bref, là n'est pas le débat. C'est tout ça pour dire que permettons aux pilotes quand même d'utiliser la voiture pour bien se défendre.
Ben, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est au niveau des règlements qu'il faut revoir certaines choses. Dans le sport en général, l'arbitrage est toujours contesté. Ce n'est pas parfait, que ce soit n'importe quel sport. Au football, des pénalités qui ne sont pas appelées. Au hockey, la même chose. Au basket. Et là, on a à la Formule 1, tu sais, combien de fois il y a eu du impeding, en français, tu pourrais peut-être me le dire, là, lors de qualification, quand un pilote se met dans le chemin d'un autre, comme c'est arrivé à Perez en fin de semaine. Et il y a des impeding qui ne sont pas appelés. Pourquoi on l'appelle des fois? Pourquoi on ne l'appelle pas? Ensuite, il faut que le pilote se plaigne pour que le steward en fasse l'analyse. Il over-exagère souvent là, sur le micro parce qu'ils savent très bien que tout le monde les entende. Un autre exemple, c'est quand un pilote veut en dépasser un autre sur le DRS, on sait que le règlement, c'est celui qui défend a le droit de se tasser une fois. Ne peut pas faire des zigzags devant l'autre pilote. Soit un move, une fois pour permettre à l'autre de te dépasser. Puis on a déjà vu plein de fois des doubles petits mouvements non appelés. Donc, voilà. Je pense que c'est l'arbitrage. Ça va toujours être contesté. Et là, ça donne que c'est Alonso qui est pénalisé. Ouais. C'est la vie. C'est comme ça. Il va apprendre de ça. Puis, au moins, Russell est sain sauf. Mais à mon avis, là, Jean-Max, Fernando, il y en a son troc. Mais d'après moi, tu sais très bien où est-ce qu'on retrouve le plus de troc. Parce que Payet, c'est le plus grand centre du camion au Canada. Et il présente le podcast L'Épingle. Alors, bonne course. OK. Payet. J'adore ton lien, c'est extraordinaire. J'adore. Jean-Max, il y a un point que je voulais aborder avec toi en fin d'épisode. C'était vraiment un Grand Prix décevant pour les Australiens, les Kiwis, parce que Daniel Ricciardo se retrouve un peu dans une position très fâcheuse du côté de ARB, où est-ce qu'il a démontré qu'il a été incapable de suivre le rythme de Yuki Tsunoda, lui-même qui a dit en Q2, avec la connaissance que j'ai de la voiture, je ne sais pas comment j'aurais réussi à produire un aussi bon résultat. Et par contre, il s'est bien repris en course, mais pas assez pour que ça passe dans les headlines. Et on s'est servi de Oscar Piastri chez McLaren pour forcer un aéropuits anticipé chez Ferrari, alors que Charles Leclerc a été forcé d'arrêter trop tôt pour suivre justement le rythme des McLaren. Et ce qui a donc coûté la course finalement, j'imagine, ou une lutte à la première place à Charles Leclerc. Et donc, on a sacrifié le Oscar Piastri à l'intérieur de cette séquence-là. Quelle est ta vision là-dessus? Est-ce que, étant donné que c'est une home race, on devrait quand même essayer d'aider le pilote, ou à ce moment-là, je me doute bien de ta réponse, là, mais, et de la mienne aussi, mais quand même, on peut ressentir que ça aurait pu mieux se dessiner pour les pilotes australiens. Ça aurait pu. Je pense qu'il faut prendre des décisions rationnelles. Et on est à la 3e course. On ne va pas avantager un pilote plutôt qu'un autre. On voit qu'il y a des frustrations souvent chez les pilotes. Laisse passer ton coéquipier parce qu'on pense qu'il y a un meilleur pace, etc. Entre au puits plus vite pour essayer de couper l'herbe sous le pied de Ferrari. C'est la vie, c'est le sport. Les deux pilotes le savent. Et je pense que Piastri comprend aussi, quoique un peu déçu, mais il y a eu quand même une très bonne course. Il est arrivé 4e, comme à Jeddah. Très bon résultat pour le jeune. Et je me demande, qui est meilleur, là? Norris ou Piastri? C'est un débat pour une autre fois. Mais Piastri à 1 point devant Lando Norris au championnat des pilotes. Exact. Ça va être vraiment intéressant à suivre pour le reste de la saison, là, comme tu le mentionnes. Ça, c'est des petites luttes qu'il faut toujours garder en tête. À chaque fois que je commence un Grand Prix, je regarde qui a out-qualified son coéquipier. C'est quoi la grille de départ? Et là, j'essaie de suivre ça toujours. Ça m'intéresse passionnément. Russell, par exemple, encore, ça fait 5 fois qu'il est devant Lewis dans les qualifications. Là, j'ai pas pu parler de Mercedes encore. Alors, j'en parle maintenant. Depuis longtemps, on a de la misère avec Mercedes. On sait ce qui se passe, mais on le sait pas tout. Donc aussi, en même temps, on essaie des choses qui fonctionnent pas. Toto qui dit 1000%, on va bien aller. En FP1, c'était quand même des bons résultats. On fait des gros changements à la voiture de Lewis en FP2.
C'est pourri, ça marche pas. On revient à ce qu'on avait en FP3, résultat un peu plus encourageant. Il y a aussi, entre parenthèses, c'est pas mal confirmé que Lewis essaie des choses, encore une fois, pour l'écurie. J'imagine qu'il y a eu une discussion avec Toto disant « Regarde, on ne gagnera pas cette année. Malheureusement, tu t'en vas l'année prochaine. On veut peut-être que Russell finisse bien, ait des bonnes performances pour l'encourager. Es-tu prêt à nous aider à essayer des trucs? » Probablement qu'il a dit oui en bon joueur qu'il est. C'est des rumeurs, on ne sait pas trop. Mais le résultat est qu'en course, ça va pas bien pour Lewis. Là. Ça va vraiment pas bien. C'est quand même évident de se dire que plus le temps va avancer et plus l'écurie va se pencher vers George Russell parce qu'on va développer la voiture autour de lui. Là, ça va être extrêmement intéressant de se demander qui pourrait prendre la place de Lewis Hamilton. Va rester Fernando Alonso, va rester Daniel Ricciardo d'intéressant et potentiellement Sébastien Vettel qui n'a jamais fermé la porte à un retour en Formule 1. Une écurie allemande, comme on le sait, peut-être qu'ils vont être tentés justement d'avoir l'expérience d'un quadruple champion du monde avec un Sébastien Vettel. Mais par contre, George Russell démontre en ce moment qu'il est capable d'être à un 7-tuple, voire 8-tuple, je sais pas comment ça se dit, 8 fois champion du monde pour certains, cœur en Lewis Hamilton. Donc, c'est ça. Puis là, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais crois-tu que l'incident Fernando et George pourrait politiquement couper une place à Fernando chez Mercedes? Bon, beaucoup de choses ici. Alonso, non. Je ne crois pas. Je pense qu'il ne faut pas que tu hold the grudge, comme on dit, que tu restes dans le passé, que tu te dises non, ils nous avaient fait un coup de chien, là, le fameux Spygate là, avec Alonso. Il faut que tu penses à aujourd'hui. Il ne faut pas que tu penses à hier. Oh, on a eu des incidents, des petites chicanes. C'est maintenant. En Formule 1, cash is king. Pour gagner, on veut de l'argent. On veut gagner, on veut des résultats. That's it, that's all. Il faut aller chercher le meilleur pilote disponible sur le marché. Si tu ne parles pas à tous les pilotes disponibles dans ton top 3-4, tu ne fais pas ta job. C'est pour ça que Mercedes parle à Max, Ferrari a parlé à Lewis. C'est le cirque de la F1, c'est comme ça. Moi, je pense que, Mercedes va avoir le dernier des meilleurs pilotes, ou disons au moins le deuxième, disponible, parce que je pense que c'est Sainz en ce moment qui a le gros bout du bâton. Il va aller avec qui il veut, et ensuite, on va se contenter de peut-être un Alonso, quoique c'est vraiment une très bonne prise. Un peu comme au hockey, tu sais, quand on dit, bon, le marché des défenseurs est excitant à la veille de la date limite des transactions. Tu sais, on se rappelle, l'attaquant qui est parti rapidement, c'était Lindholm. Boum, finalement, les Jets vont chercher Monahan parce que c'était comme le deuxième meilleur possibilité d'argent libre. Même chose pour ça. Je pense que si Alonso va avec Mercedes, ben c'est parce que Sainz n'aura pas voulu y aller. Voilà mon opinion. Je pense pas qu'on va garder de vieilles querelles en tête. On va aller chercher le meilleur. Entre Fernando et Sébastien, toi, tu prendrais qui? Vettel, ça fait longtemps qu'il n'a pas conduit quand même. Là. Je ne sais pas jusqu'à quel point il est encore vif d'esprit. Est-ce qu'il a encore les réflexes malgré son âge? Oui. Exemple avec Ricciardo qui avait eu un très bon tour à Silverstone avec la Red Bull, mais on voit ce qu'il fait en ce moment. Il sous-performe. Est-ce qu'on peut prendre une chance avec un Vettel ou se dire on va faire un final push avec Alonso, un beau petit 2 ans, quelqu'un qui est super expérimenté, qui pourrait donner plein de conseils à Russell aussi? Je pense que j'irais pour Fernando, honnêtement, en ce moment. Quoique, j'aimerais voir Vettel parce que c'est grâce à lui que j'ai aimé Red Bull quand il est devenu 4 fois champion. Ouais. C'est comme ça que j'ai aimé Red Bull. Puis Max est arrivé ensuite. Puis je trouvais que Max était excitant, quoique il prenait beaucoup trop de chance, mais c'était quand même excitant. Donc, j'aime cette écurie-là grâce à Vettel. Je serais bien content de le revoir revenir. Mais là, s'il revient, dis-moi pas que je vais cheerer pour Mercedes. En tout cas, on verra. La silly season, la signature des contrats va être plus passionnante que jamais cette année avec 14 pilotes qui n'ont pas de volant encore au 2025. Puis là, avant de quitter l'Australie pour se rendre au Japon, Jean-Max, il faut que je te parle de la lutte Yuki versus Daniel. Est-ce que c'est trop peu, trop tard? Et excuse-moi, il reste aussi un sujet à parler, c'est-à-dire Albon
et Sargent. Commençons par le dernier sujet. Est-ce que tu penses que Williams avait le droit de demander ça à Albon, étant donné qu'Albon n'a pas encore marqué de points au championnat du monde de la Formule 1 cette saison-ci, ou si tu penses que James Vowles a fait le bon choix en imposant sa décision à Logan Sargent? Absolument. Juste pour remettre en perspective, là, je suis désolé, je ne l'ai pas fait, c'est que Albon a fait un incident majeur à sa monoplace en FP2, si je me souviens bien, ou FP1, ce qui a fait en sorte qu'ils ont cassé carrément son châssis et Williams n'avait pas les pièces de rechange pour rebâtir un châssis, donc ils ont pris le châssis de Logan Sargent et l'ont donné à Alexander Albon, ce qui a fait en sorte que Logan Sargent était rayé de la carte pour le reste du week-end. Alors Jean-Max, trop sévère, à justifier, comment tu vois ça? Oui, absolument. Tu n'avais pas le choix de prendre cette décision-là. Albon est meilleur que Sargent, point à la ligne. Sargent a de la misère, a tellement eu de la misère l'année passée. Je pense que James Vowles a dit « Je crois en toi, on te laisse une chance, let's go, tu es capable. » Et là, encore une fois, il spin dans les essais, il n'y a pas des bonnes qualifications, il y a de la misère. Moi, je pense que Sargent, c'est terminé. C'est très tôt pour le dire, mais on verra, il reste beaucoup de courses. Mais pour l'instant, c'était sûr qu'il fallait que tu mettes Albon. Comme quand tu t'en vas à la finale de la Coupe Stanley, tu mets ton meilleur gardien de but. That's it! Donc, James Vowles le disait, c'était une décision très difficile à prendre, dis-je. Mais il a dit, il faut qu'on prenne une décision pour l'équipe. Nous, on veut être le meilleur des 5 derniers. Parce qu'il y a 5 écuries très compétitrices. Et il y a un gros gap après ça entre 6 et 10. J'en ai parlé tantôt. Donc, la course au 6, 7, 8e rang va se terminer, selon James Vowles, par 1, 2, peut-être 3 points. Donc, si on peut finir 10e, aller chercher un point, bien, il faut se donner les meilleures chances. Donc, on va mettre Albon, c'est sûr, dans la voiture. Donc, c'était une situation difficile émotionnellement parce qu'il allait décevoir Logan Sargent, mais c'était facile rationnellement. C'est sûr et certain. Ben moi, je suis d'accord avec toi à 100%, Jean-Max, puis en ajoutant même à la discussion que Logan Sargent est un pay driver, là j'ai mis en guillemets pour les gens qui nous regardent pas sur YouTube mais qui nous entendent à la radio. C'est donc un pilote qui paye pour être en Formule 1 alors que Albon se fait payer pour courir chez Williams. La distinction est quand même énorme. Alors moi aussi j'aurais misé vraiment toutes mes billes chez Albon. J'avais dit qu'on parlerait de Yuki, mais gardons ça pour plus tard dans la saison parce qu'on en a pas mal discuté, j'ai l'impression, avec Carlos, avec tout le train que Carlos a créé avec sa plus récente performance. Mais regardons plutôt du côté du Japon, qui est le prochain rendez-vous sur le calendrier de la Formule 1. À quoi tu t'attends pour la fin de semaine, dans 2 fins de semaine? Est-ce que tu entrevois que Ferrari vont être capables de continuer sur leur belle réussite, ou est-ce que tu t'attends à retrouver un Max Verstappen au top de sa forme? Je pense que Max Verstappen va revenir en force. On se rappelle, l'année passée, à Singapour, il avait eu un mauvais résultat. Bon, il est arrivé 5e. Red Bull avait mal fait leurs arrangements au niveau du plancher. Je pense que le plancher était un petit peu trop bas. Et avec une course chaotique comme Singapour avait eu de mauvais résultats. Max a dit « Je vais revenir en force à Suzuka et je vais gagner par 25 secondes. » Alors, tel un Marc Messier, c'est exactement ça qu'il a fait. Il avait gagné par 22 ou 24, tout proche. C'est quand même incroyable. Donc, Max va rebondir. Max est ultra solide entre les 2 oreilles. Il aura le couteau entre les dents. C'est un circuit qui favorise Red Bull, qui est la meilleure voiture all-around, qui est aussi bon en vitesse de pointe qu'en virage lent, moyen et virage rapide. Oui, ils ont des petits... Ils sont pas aussi bons partout, mais c'est vraiment une voiture qui est all-around. Je m'attends à ce que peut-être Ferrari devrait garder le rythme, mais je m'attends à ce que McLaren soit bon encore une fois. Pour répondre à ta question, Red Bull devrait finir premier avec Max, mais je m'attends à ce que Carlos et Charles soit très fort aussi. Sergio Perez devrait être fort aussi. Il a une bonne voiture, il a un bon début de saison. Il a une UTT de sa pénalité de 3 places.
qui est une erreur de l'écurie. D'ailleurs, là, ils auraient dû l'avertir qu'il y avait un pilote qui s'en venait derrière lui en qualification pour faire un flying lap, comme on appelle. À cause de ça, perd 3 places. Donc, commence 6e, finit 5e. S'il avait commencé 3e, aurait-il pu finir 2e? Oui, il aurait pu. On ne le saura jamais. Et à noter aussi que après avoir dépassé Stroll, Russell et Alonso, il n'a pas pu gruger de terrain sur Norris parce qu'il semble qu'il y a eu un gros dommage sur son plancher, ce qui a fait en sorte que la dégradation des pneus a été exacerbée et qu'il n'a pas été capable de se rendre plus loin. Non. Jean-Max, c'est très beau de te voir parler de ton préf Max Verstappen en portant un jersey de Max Verstappen pendant que je te pose une question sur Max Verstappen. Par contre, là où est-ce que je peux pas te rejoindre, c'est dans la défense de Sergio. Je sais que tu as de la misère. Hein? Plus capable de Sergio. Il y a toujours une bonne excuse. Il est dans la meilleure écurie du circuit, l'écurie la plus dominante peut-être même de l'ère de la Formule 1 au complet. Ne serait-ce que par les performances de Max, là, même dans les années de domination de Mercedes, je pense pas que le championnat a été autant décidé d'avance à cause justement de la qualité des coéquipiers que Lewis Hamilton a toujours eu. On pense à Rosberg, on pense à Valtteri Bottas et George Russell n'a jamais eu la chance, mais il y aurait eu Alonso aussi. Hein? Exact, avec Alonso. Bref, tout ça pour dire que il est temps que Sergio quitte. J'ai pas du tout apprécié sa performance en fin de semaine en Australie. C'est un street circuit. Il aurait dû performer au niveau qu'on s'attend qu'il performe dans un street circuit de plus parce que c'est un spécialiste de ce genre de Grand Prix. Enfin. Oui, mais je pense que tu as raison dans le sens où ça dépend des attentes qu'on a. Toi, tes attentes, c'est qu'ils finissent 2e systématiquement. À moins de 5 secondes de max. Oui. Puis en fait, tu as raison, parce que ce sont les attentes de Horner, de Marco, de Newey et de Red Bull. Et de tous les fans de Formule 1, je l'espère. Tu veux pas voir Max Verstappen de gagner à 20 secondes d'avance. Tu as absolument raison. Là où moi, je prends ça pour acquis, je trouve que tu as raison. Moi, j'essaie de voir plus le côté réaliste de la chose. Il n'est pas capable de le faire. Donc, quand il arrive 3e, s'il fait quand même sa job en partie, il aurait peut-être pu finir 2e, il aurait peut-être pu le battre à Carlos Sainz. Là, mais là, c'est exacerbé en fin de semaine, Jean-Max, sans te couper, je m'excuse, mais c'est que là, en fin de semaine, son manque de performance, ça fait en sorte que Red Bull se retrouve à vraiment pas beaucoup de points au premier rang des constructeurs. Et puis là, tu fais juste exacerber le fait que tu ne peux que compter sur Max Verstappen pour remporter le championnat. Et qu'arrive-t-il si Max Verstappen a un problème mécanique? Eh bien, c'est terminé. Red Bull n'est plus dans le portrait. Oui, mais il ne faut pas oublier. Ça a été prouvé en regardant justement la télémétrie. Perez perdait entre 20 et 30 points de downforce à chaque virage à cause des dommages qu'il y a eu à son plancher. That's it. Fait que moi, j'aurais aimé ça, voir ce qu'il peut faire, ce qu'il aurait pu faire. Comme je dis, il aurait pu finir sur le podium aisément, probablement qu'il aurait rattrapé Norris et Piastri, peut-être. Il y a eu une pénalité aussi de 3 places. Qu'est-ce que tu veux faire? Il a vraiment fait le mieux qu'il pouvait. Je trouve qu'il y a eu une très bonne course quand même. Puis c'est ça la beauté du sport, c'est qu'on ne peut pas être d'accord toujours. En fait, voilà. On ne veut pas être toujours d'accord. En fait. Mais aussi, la beauté du sport, c'est qu'on est aussi bon que sa dernière course. Donc, Sergio aura toutes les opportunités du monde de se reprendre au Grand Prix du Japon. Jean-Maxime, sans souci, merci beaucoup pour le bel épisode. Même si tu n'étais pas présent en studio, tu étais présent de cœur. Puis j'espère que tu vas te remettre rapidement de ton intervention. Oui, ça devrait. On se retrouve dans les beaux studios de l'Épingle après le Grand Prix de Suzuka. Merci, Pag. Toujours un plaisir. Ça passe trop vite. Ce n'est que du fun avec toi. Merci, Jean-Max. Et aux auditeurs de l'Épingle, on se dit à la semaine, non, après le Grand Prix du Japon dans 2 semaines. Exact. Salut, Pag. Bye.